Cette vidéo est présentée par Gamsgo. Clique sur le lien dans les commentaires pour payer tes abonnements streaming moins cher. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on est à Universal à Osaka, au Japon, et on va découvrir ce parc ensemble. C'est parti! Universal Studios Japan ouvre le 31 mars 2001 près d'Osaka et c'est le tout premier parc Universal à ouvrir hors des États-Unis si on ne compte pas le passé chaotique de PortAventura en Espagne. Le parc a évidemment ouvert en partie pour faire concurrence à Tokyo Disneyland qui ouvre d'ailleurs son parc secondaire Tokyo Disney Sea seulement quelques mois après l'inauguration d'Universal. Et spoiler, Tokyo Disney Sea est bien meilleur qu'Universal mais on y reviendra plus tard. Universal Japan regroupe pas mal d'attractions classiques des parcs Universal et j'ai trouvé que c'était vraiment un mélange des deux parcs Universal de Floride avec des allées beaucoup plus large étant donné qu'il est quand même le parc le plus fréquenté d'Asie et le troisième parc le plus fréquenté au monde après le Magic Kingdom de Disneyland Floride et le Disneyland de Californie. Alors Universal Japon n'a pas vraiment de thème ou d'identité particulière, contrairement à Universal Californie et Universal Floride qui te plongent dans des décors de films et Island of Adventure qui te propose plusieurs royaumes imaginaires à explorer. Là c'est juste un parc universal quoi, avec actuellement 11 zones thématiques pas très bien reliées les unes aux autres. D'ailleurs tu sens que les zones elles ont été bricolées au fur et à mesure parce que le parc est agencé d'une manière un petit peu bizarre. On commence par arriver dans la zone Hollywood qui fait un peu office de Main Street avec les boutiques, les restos, des salles de spectacle et quelques attractions. Nous on a pu faire Universal Monster Live's Rock'n'Roll Show, une comédie musicale avec les monstres classiques Universal présentés par Beetlejuice et qui reprend le concept du spectacle du même nom qui se trouvait avant à Universal Floride. Pour avoir testé les deux, pour info, les versions ont des chansons différentes et les décors sont quand même beaucoup plus impressionnants à Universal Japan. La scène est vraiment splendide, hein. Si vous aimez les comédies musicales, c'est un indispensable. On a aussi pu assister à Sing, un spectacle musical qui reprend les personnages du film tous en scène, très sympa, même si j'aurais aimé voir en live le super changement de costume de Rosita. Cette zone comporte aussi un ciné 4D dont le film change régulièrement, souvent adapté de l'animé populaire du moment. Là en ce moment par exemple c'était Jujutsu Kaisen et avant c'était l'Attaque des Titans. Alors aimant beaucoup Jujutsu Kaisen, j'étais plutôt hypée mais c'était vraiment pas terrible. Par contre pour rester sur le thème de JJK, j'ai eu l'immense honneur de goûter le sandwich recommandé par Nanami et oui c'était très bon. On peut toujours compter sur Nanami. Pour continuer dans cette zone, on a aussi fait Space Fantasy The Ride, un spinning coaster dans le noir fabriqué par MacRide, nos amis de chez Europa Park. Ouvert en 2010, il a remplacé l'attraction sur E.T., une des attractions les plus what the fuck que j'ai faites de ma vie, et c'est donc un grand 8 dans le noir sur le thème de l'espace. Oui, parce que depuis Space Mountain, je sais pas, doit y avoir une loi qui dit que tous les coasters dans le noir doivent forcément avoir un thème espace. L'histoire, c'est qu'on est invité à participer à une mission spatiale pour collecter des morceaux d'étoiles à travers le système solaire pour restaurer justement le soleil. Ça a l'air cool, hein? Ouais, sauf que nous, comme on y allait pour Halloween, on a le droit à la version rethématisée à l'arrache sur le thème de The Ring et c'était vraiment pas terrible. Au lieu de voir des étoiles et des planètes, tout était dans le noir complet avec juste une bande son et vous connaissez mon amour pour ce genre d'expérience. Dommage parce que je pense que l'attraction dans son état original doit être très sympa. Le seul truc, et ça j'avais jamais vu, c'est que le pré-show, pas super utile au passage, ralentit le rendement de l'attraction. Les sièges avancent en continu, donc normalement le rendement est très bon dans ce genre de disposition, mais là comme faut faire rentrer des gens dans deux salles de pré-show avant, bah ça casse complètement le rythme et ça ajoute de l'attente. Dans la zone Hollywood, il y a aussi le coaster que vous verrez dès votre arrivée dans le parc qui passe par-dessus le land et au-dessus de l'entrée Hollywood Dream The Ride. Alors, on l'a pas fait parce qu'il y avait 140 minutes de queue, mais sachez que c'est un coaster gentillet ouvert en 2007 histoire d'ajouter un peu de sensation forte au parc. Tout comme Rocket qui ouvrira un peu plus tard à Universal Floride, la particularité de ce coaster c'est qu'il vous permet de sélectionner une musique pour vous accompagner durant le parcours. Bon là il y a un peu moins de choix que la version floridienne quand même, mais la playlist change régulièrement avec l'ajout parfois de musique d'animé ou d'idol. Par exemple quand on y allait, on pouvait sélectionner une bande son de Jujutsu Kaisen ou une chanson de Ado. Et pour info, il est aussi possible de faire cette attraction en arrière. Si on continue tout droit, on change de zone et on arrive dans la zone New York où se trouve l'une de mes attractions préférées, The Amazing Adventures of Spider-Man The Ride. Ouverte en 2004, c'est une copie conforme de celle de 99 de Island of Adventure en Floride qui a été élue plusieurs années de suite meilleure dark ride au monde. Et je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais elle est 12 000 fois supérieure à Web Slinger de chez Disney. J'ai rarement vu une attraction qui mêle aussi bien décor, écran et effets spéciaux. Malheureusement, cette attraction fermera définitivement début 2024 et j'espère vraiment que le nouvel ajout sera à la hauteur parce que je vous jure que c'est difficile de faire mieux. Et pour finir avec les zones basées sur les États-Unis, il y a aussi une petite zone thématique San Francisco qui reprend pratiquement à l'identique celle de Universal Floride. D'ailleurs, les zones New York et Hollywood dont je viens de parler sont des hommages aux zones du même nom à Universal Floride, inspirées vaguement de plateaux de tournage. Après Spider-Man, on arrive dans la petite zone Minion Park consacrée à l'univers des Moi Moches et
méchant dont les japonais sont très fans. Bon après globalement dès que tu fais un truc petit et vaguement agaçant comme les Mignons ou Stitch, les japonais ils adorent. Hein. La zone est assez récente puisqu'elle a ouvert en 2017 et ça se voit que c'est un ajout pas trop prévu à la base. C'est très petit, il n'y a pas grand chose à faire à part le classique simulateur sur les Mignons qu'on trouve dans tous les parcs Universal et un flight ride dans le même style que Cars 4 Roues Rally à Walt Disney Studios. Bon après au moins ils ont essayé de faire une zone complète contrairement à Universal Floride où l'attraction Mignon est juste posée là comme ça. En prenant ensuite vers la droite, on arrive dans la zone Jurassic Park. Assez similaire mais en plus petit à celle de Island of Adventure en Floride, avec évidemment l'incontournable attraction d'eau Jurassic Park The Ride, un classique d'Universal, et petite fantaisie made in Universal Japan, The Flying Dinosaur, un flying coaster dans lequel vous êtes allongé, qui vous fait virevolter au-dessus de Jurassic Park tenu entre les pattes d'un ptérodactyle. Malheureusement, nous n'avons fait aucune de ces attractions, la première étant fermée le jour où on est venu, et la seconde ayant trop de temps d'attente. Et puis, j'ai tellement pas aimé Fly à Fantasyland que j'avais pas super envie de faire ce genre de coaster de toute façon. Les filles, c'est pas du tout adapté à nos morphologies. Pourquoi? Bah il est mignon. Alors oui, avec un tatouage sur les fesses. Super tatouage. Ouais, non, il est sexy. Juste en sortant de Jurassic Park, on arrive à la toute petite zone de Waterworld où il y a juste un spectacle sur ce célèbre film de 1995 qui se trouve dans tous les parcs Universal sauf celui de Floride. Après, le spectacle est largement plus sympa que le film, mais j'ai toujours trouvé ça très bizarre qu'il s'accroche autant à cette licence. Je veux dire, c'est pas comme si le film avait vraiment marqué les esprits, mais bon. Et là, caché juste après Waterworld, on a l'entrée du land que vous attendez tous, le land Super Nintendo. Alors déjà, laissez-moi vous dire qu'on a galéré à le trouver, parce que le parc ne vous donne pas de plan, faut tout faire avec l'appli, et vraiment l'entrée du land n'est pas hyper simple à trouver. En fait, pour aller à Nintendo World, il faut apparemment passer par Waterworld, et enfin passer entre Jaws et Waterworld, et pas Harry Potter, parce qu'en fait c'est fermé, il n'y a pas de chemin pour relier les deux. Et ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas de plan papier. Et il n'y a pas de, aucun panneau pour indiquer les différents lands. Donc en fait, ça fait depuis ce matin, ça fait genre 2 heures qu'on cherche vraiment le land de Nintendo World. Ouais. Et qu'à chaque fois on trouve autre chose. Genre là, on a trouvé le land Harry Potter. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On comptait pas faire l'attraction ici, mais voilà. Écoute, on est là. Hein. Ah, il est là, le Super Nintendo World, juste à côté de Waterworld. Parce que qui dit Mario dit Kevin Costner. C'est bien connu. N'est-ce pas, Andrea? Mais oui, c'est logique. Ah oui. Parce que Kevin Costner a fait la voix de Mario dans un film obscur de 1986, il me semble. Si je ne me trompe pas. Ensuite, sachez qu'on ne peut pas y accéder quand on veut. Comme il y a beaucoup de monde, tu es obligé de réserver une heure d'entrée dans le land. Tu peux faire ça via l'appli dès ton arrivée au parc et vraiment, fais-le vite parce que c'est rapidement complet. Nous, on a pu y aller vers 20h30, du coup, c'est la dernière chose qu'on a faite et c'est vraiment l'une des meilleures zones thématiques que j'ai pu voir. Le niveau de détail est juste incroyable et tout le land est entièrement interactif. Enfin, si vous achetez le petit bracelet à 20 €. En gros, l'attrait principal de ce land, c'est les challenges et les pièces que tu peux collecter grâce à ce bracelet qu'ils appellent le Super Power Up Band. Tu as le choix entre 6 bracelets qui correspondent à Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad et Yoshi et qui te permettent d'interagir avec les décors pour faire gagner des points à l'équipe de ton personnage. Alors attention, tu ne gagnes rien, hein, c'est vraiment juste pour l'amour du jeu, mais c'est fun. Tu peux donc faire comme dans les jeux Mario et taper sur des blocs, battre des Goombas et même affronter Bowser Jr. Et tu peux largement passer une demi-journée entière dans ce land si tu veux vraiment tout explorer. Mais si tu es comme nous et que t'es un gros rapia et que t'avais pas envie de payer 20 € pour un truc que tu vas utiliser une seule fois dans ta vie, il y a aussi 2 attractions, Yoshi's Adventure et Mario Kart Koopa's Challenge. Et au risque de vous décevoir, la meilleure de ces 2 attractions, c'est largement celle de Yoshi. C'est un simple petit parcours à dos de Yoshi qui vous balade à travers le land, mais le land est tellement magnifique que ça vaut largement le coup. Ouais. Voilà. En plus, il y a un aspect interactif puisque vous devrez appuyer sur les œufs de la bonne couleur à certains moments du parcours. Et puis, si vous avez saigné le jeu Yoshi's Island comme moi, vous allez vous prendre une belle vague de nostalgie en pleine face. Après, à titre personnel, j'ai trouvé l'attraction Mario Kart assez décevante. Les décors de la file d'attente sont sublimes, hein, on a vraiment l'impression d'être dans le château de Bowser, mais l'attraction en elle-même est pas dingue. C'est plus une partie de Mario Kart en VR qu'une attraction en fait. Et perso, je suis pas fan du tout des attractions genre jeux vidéo. J'aurais vraiment préféré avoir quelque chose dans la même veine que Radiator Springs à California Adventure
Adventures où on roule à fond sur un kart dans les décors de Mario par exemple. Du coup j'ai quand même bien hâte de voir la version de ce land que va nous sortir le 3e parc Universal prévu en Floride, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de l'approfondir un petit peu. Mais bref, en sortant de la zone Nintendo, tout près de Waterworld, on a la zone Amity Village dédiée au film Les Dents de la Mer avec la célèbre attraction Jaws. J'étais vraiment super contente de la faire parce que cette attraction est un peu historique, elle n'existe plus qu'à Universal Japan. On va s'attarder 2 secondes sur l'histoire de Jaws. Alors l'attraction a ouvert dans un premier temps en 1990 à Universal Floride et elle avait été pensée comme une version longue du passage de l'attaque du requin de l'attraction Studio Tour à Universal Californie. Dans sa première version, le requin mordait carrément le bateau des visiteurs et le faisait pivoter à 180 degrés. C'était très impressionnant, mais pour plein de raisons techniques, ils ont dû abandonner ce passage. La version japonaise ouvre en 2001 et c'est une copie parfaite de la 2e version d'Universal Floride, donc sans le bateau qui pivote. L'attraction ferme définitivement en 2012 en Floride pour laisser place à la zone du chemin de traverse, mais il reste encore un gros requin près du Grand Lac en hommage à Jaws. Ce même requin se trouve à l'entrée de l'attraction Jaws au Japon et il a aussi sûrement inspiré celui qui se trouve à Europa Park. Et franchement, l'attraction est très sympa. Tu embarques sur un bateau avec un guide et évidemment tu remarques vite la présence du célèbre requin Bruce qui essaye de nous pourchasser, et l'animatronique est assez impressionnant et il y a vraiment une atmosphère angoissante quand tu commences à sentir l'arrivée du requin, j'aime bien. Ensuite, en traversant une épaisse forêt, on arrive à la zone Harry Potter. Ouverte en 2014, c'est une copie conforme de celle de Universal Californie avec l'ajout du lac noir qui borde Poudlard et qui rend le tout très joli. On y retrouve donc l'excellente attraction Harry Potter and the Forbidden Journey avec une technologie incroyable et qui est pour moi et pour beaucoup le meilleur dark ride jamais conçu. Que vous soyez fan d'Harry Potter ou pas, c'est vraiment une expérience inoubliable et je vois sincèrement pas comment on peut faire mieux, sans compter la file d'attente qui vous fait visiter Poudlard et qui est aussi incroyable. Juste en face, on a aussi Flight of the Hippogriff, un petit coaster familial vraiment pas dingue, et je comprends pas qu'il se retrouve dans tous les lands Harry Potter. Vraiment, parce que le premier en Floride, je comprends, c'était une rethématisation d'une attraction qui était déjà là, mais s'il vous plaît, pour les futures déclinaisons de ce land, trouvez autre chose ou améliorez-le, je sais pas. Petite particularité du land Harry Potter du Japon, on a des animations de rue uniques, comme le dressage d'un hippogriffe ou des petits cours de soins aux créatures magiques. C'est bien plus sympa que la chorale de crapauds qu'il y a dans les autres zones Harry Potter dans le monde. Juste après Harry Potter et presque tout de suite à votre droite quand on rentre dans le parc, on arrive à la zone Universal Wonderland dédiée aux enfants et qui se compose elle-même de 3 petites zones thématiques, Snoopy Studios, Hello Kitty's Fashion Avenue et Sesame Street Fun Zone. C'est là que vous trouverez le carrousel du parc, pour ceux qui sont fans de carrousel, et globalement je trouve la zone très bien thématisée, vraiment très sympathique. Et on termine cette visite par la zone Lagoon qui correspond donc au grand lac qu'il y a au centre et qui rappelle un petit peu la disposition de Island of Adventure en Floride. Parfois il y a un spectacle sur ce lac, mais c'est surtout un lieu qui sert de hub, on va dire, pour chaque partie du parc. Voilà. Alors globalement, je dois avouer que j'ai pas été transportée par ce parc, dans le sens où je trouve qu'il manque vraiment d'âme. Il n'y a pas de thème particulier, c'est juste des landes thématiques placées un peu maladroitement par-ci par-là, et encore une fois on voit vraiment la différence entre les landes qui étaient là dès le début comme Jurassic Park et ceux qui ont été rajoutés plus tard comme les Minions. Après, les zones thématiques en elles-mêmes sont bien faites, surtout les landes Nintendo et Harry Potter, mais elles sont trop séparées les unes des autres. Il manque vraiment une sorte de cohésion et d'identité globale. Le parc d'ailleurs n'est pas très beau, la grosse majorité c'est juste des grandes allées avec des boutiques et des façades vaguement inspirées de plateaux de cinéma. C'est aussi très fourre-tout au niveau des licences, on retrouve aussi bien du Harry Potter que du Pokémon, que du Jujutsu Kaisen, et ça crée un mélange un peu bizarre, on sait plus trop si on est dans un parc Universal ou dans un parc qui regroupe juste des attractions basées sur des mangas connus sans trop lire les unes avec les autres. Si vous voulez tester un parc Universal pour la première fois, c'est pas celui-là que je conseillerais. On dirait vraiment un parc pas trop fini, comme une sorte de brouillon. Et en plus, malheureusement, la plupart des réussites du parc, en fait, c'est des copies d'autres lands qui existent ailleurs, comme le land Harry Potter ou l'attraction Jurassic Park ou l'attraction Jaws. Leur seul accomplissement, en fait, c'est le land Nintendo. Mais le plus gros point négatif, je dirais que c'est le monde. Pourtant, les allées sont très larges et le parc est assez grand, mais tu piétines toute la journée. Et vraiment, je sais pas si c'est parce que la parisienne que je suis est habituée à ce que tout aille vite, mais j'ai trouvé que les Japonais ne savent juste pas circuler. C'était pareil aux États-Unis, donc je pense que c'est plus dû à mon train de vie personnel, mais putain, avancez! En parlant de différences culturelles, sachez que les Japonais sont très procéduriers. Ils ont des espaces délimités pour absolument tout, et n'espère pas t'en tirer en te collant dans un coin pour regarder la parade. Si tu rentres pas dans les clous, on te dira de circuler, avec un grand sourire. Il y a un moment par exemple, on cherchait juste des toilettes et on s'est retrouvé happé par un mouvement de foule auquel on voulait pas du tout participer, mais dont il était impossible de s'arracher parce qu'il fallait suivre la foule. C'était un peu angoissant. Alors après, ça
des bons côtés aussi, hein. Genre personne te passera devant si t'es installé pour la parade. Mais j'avoue qu'étant plus du genre à me glisser dans un petit coin 2 minutes avant le début du spectacle que de réserver ma place 1h30 à l'avance, ça m'a un peu perturbé. D'ailleurs la parade est bien plus sympa que celle d'Universal Floride et vous verrez que la bonne humeur des japonais qui connaissent les chorés par cœur est assez communicative. Niveau produits dérivés, on a été assez étonnés. C'est là qu'on voit vraiment que les japonais ne consomment pas du tout de la même manière que nous, dans le sens où on trouve surtout des vêtements et des accessoires. Parce que sans surprise, ils adorent se déguiser, hein. Mais vous attendez pas à trouver des tonnes de tasses par exemple, ou des produits dérivés décoratifs, ou même des magnettes. On n'a pas trouvé de magnettes, vraiment. Aussi, il n'y a pas de photos dans les attractions, sûrement parce que ça n'aurait pas bien marché avec le public japonais, surtout chez les femmes, qui n'ont pas l'air d'être du genre à acheter une photo où elles ne seraient pas à leur avantage, vous voyez. Pour ce qui est de la barrière de la langue, gardez en tête que le parc est conçu pour les japonais. Alors, bien sûr, il y a des panneaux et des menus dans les restos en anglais, mais le staff n'a pas toujours un super niveau et tous les spectacles sont en japonais. C'est pas comme à Disneyland Paris par exemple, où pratiquement tout est aussi traduit en anglais. Là, on est plus sur un parc Astérix, tu vois, où les gens qui parlent pas la langue doivent être bien paumés. Ça n'empêche qu'on peut se repérer facilement, mais si vous avez des questions, le staff ne pourra peut-être pas bien comprendre votre demande et ne vous attendez pas à comprendre grand chose au spectacle. Profitez plutôt des décors. Pour ce qui est des astuces, je vous dirais d'arriver tôt. On a constaté qu'il y avait beaucoup plus de monde le soir. Le parc, en tout cas le jour où on y est allé, était ouvert de 8h30 à 21h30 et en plus, comme il y avait des événements spéciaux Halloween le soir, c'était vraiment bondé. Alors apparemment, j'ai lu que le parc ouvre souvent avant l'horaire indiqué, donc allez-y vraiment tôt et foncez aux grosses attractions comme Hollywood Dream, Harry Potter ou les ptérodactyles. Ah, et sachez aussi que si le parc ferme à 21h30, ça veut dire tout le monde dehors à 21h30, donc il ferme l'accès aux attractions 1 heure avant. C'est pas comme en France où les attractions ferment à 21h30 mais tu peux te chiller dans le parc 1 heure de plus, tu vois. Je conseille quand même de faire la zone Nintendo le soir, comme la plupart des gens se ruent dessus le matin, il y a moins de monde, on a fait que 20 minutes à l'attraction Yoshi alors qu'elle était à 60 minutes toute la journée. Pour éviter la queue, il y a évidemment des single riders, mais globalement, ils vous feront gagner grand max 20 minutes sur la queue normale. On a souvent vu des 140 minutes en normal et genre 120 en single, donc c'est pas toujours hyper rentable. Les temps d'attente affichent généralement beaucoup plus que la vraie queue. On a remarqué que souvent, en fait, le temps d'attente prenait aussi en compte les pré-shows et le temps de l'attraction. Donc tu peux facilement enlever 15 minutes à chaque fois. Sinon, de ce qu'on a vu sur internet, apparemment, il faut privilégier le mardi, le mercredi et le jeudi. C'est les jours où il y aurait le moins de monde. Et à savoir, en plus des périodes d'Halloween et de Noël, le parc offre aussi des périodes qui s'appellent des Cool Days avec des activités et des attractions rethématisées sur des licences japonaises connues comme Final Fantasy, Spy Family ou Sailor Moon. Pour certaines attractions comme Space Fantasy ou Harry Potter, tu devras laisser tes affaires dans des casiers et là, que le sort te soit favorable comme on dit parce que c'est la guerre. C'est pas comme à Universal aux États-Unis où tu as une borne, tu scannes ton ticket et pouf, t'as un locker qui s'ouvre pour toi par magie. Non, non, là tu dois guetter les gens qui partent, foncer à travers la foule et t'emparer du locker. Et assure-toi d'avoir des pièces de 100 yens sur toi aussi parce que c'est indispensable pour la caution. N'hésite pas à venir vêtu de ton plus beau cosplay. Il est tout à fait autorisé de se déguiser dans le parc et c'est l'occasion en plus pour faire de super photos. Pour la bouffe, il y a beaucoup de stands de snacks mais tu feras autant la queue que dans une attraction. Donc soit tu t'armes de patience et tu acceptes de faire 30 minutes de queue pour un churros parce qu'ils aiment vraiment les churros, soit tu essayes plutôt de te poser dans un resto en dehors des heures de repas. Nous on a été à une boulangerie vers 11h et on n'a pas trop attendu. Après tu as aussi l'option de sortir du parc et d'aller te poser à City Walk, la zone commerciale d'Universal. Ça te permettra de faire une bonne pause, de t'éloigner un peu du monde et de grignoter sans trop faire la queue. Nous on a eu un gros coup de cœur pour les chococros de Saint-Marc Café. Niveau accès pour le coup c'est très facile, le parc est desservi par le métro, accessible avec un JR Pass et à moins d'une demi-heure de la gare d'Osaka. En gros, malgré les défauts, je trouve ce parc tout de même intéressant dans le sens où c'est vraiment un mélange de culture américaine et de culture japonaise. Même s'il y a des similitudes avec les deux parcs floridiens, Universal Japan arrive peu à peu à avoir sa propre identité en proposant des licences purement japonaises et même si la théma manque vraiment de cohésion et que l'aspect storytelling est quasi inexistant, il y a quand même une bonne ambiance dans le parc et certains lands valent le détour. À titre personnel, je me suis bien amusée, mais c'est pas un parc qui me restera en mémoire ou que j'aurais forcément envie de refaire. Après, l'entrée n'est pas très chère et c'est facilement accessible, donc à faire si vous passez par Osaka. Et avant de conclure, laisse-moi te présenter le sponsor du jour, Gamsgo. Si t'es comme moi et que t'en as marre de payer une blinde pour tes plateformes de streaming alors qu'en vrai t'as Amazon Prime juste pour goût domaine, Gamsgo est pour toi. Ce site te permet de faire des économies de dingue sur des abonnements. En gros, Gamsgo achète des abonnements à plusieurs comptes et te vend un de ces comptes que tu partageras donc avec d'autres utilisateurs. C'est un peu comme du covoit mais en version Netflix. Et je te propose de payer encore moins cher avec mon code promotionnel TABLI. Clique sur le lien dans la description et en commentaire pour en savoir plus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant qu'on a apprécié cette journée. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine!